Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à la dérivation, leçon que je refais 3 ans après ou 4 ans après. La dérivation, c'est l'œuvre de deux des plus grands mathématiciens de tous les temps, Leibniz et Newton, l'allemand Leibniz, l'anglais Isaac Newton. Voilà, ça on est au XVIIe, XVIIIe siècle. On étudie ici la dérivation de fonctions définies sur un intervalle i de R à valeur dans R. Donc f va de i vers R. On dit qu'elle est dérivable en x0 si cette fonction delta, qui a x appartenant à i moins x0, associe f de x moins f de x0 sur x moins x0, et ça appartient à R, eh bien on dit qu'elle est dérivable en x0 si delta a une limite réelle en x0. Alors cette limite, qui est forcément unique, est appelée nombre dérivé de f en x0 et notée f' de x0. On a donc ça. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Puis on le reverra après. J'ai une courbe, d'accord? Et là, j'ai une corde. Le point M a pour abscisse x et je fais rapprocher x de x0, puisque c'est la limite quand x tend vers x0. Ma corde se rapproche d'une position limite qui est celle de la tangente. En fait, une fonction est dérivable si et seulement si elle a une tangente. On en reparlera après en un point x, en un point ici, en un point A. D'accord? Donc j'ai ça. La pente de ma tangente, c'est quoi? C'est bien l'écart des y sur l'écart des x. Donc ça fait bien ça. Et dire que ça tend vers f' de x0, ça équivaut à dire que cette pente a une limite. Voilà. On dit que f est dérivable à droite en x0 si cet intervalle est non vide et si la restriction fd de f à cet intervalle est dérivable en x0. Elle note f' en x0 plus le nombre dérivé. Donc on a ça. Bon là je vous invite à revoir la notion de limite à gauche et limite à droite. Il y a une leçon consacrée à ça. Pareil à gauche. D'accord? En pratique, si l'intervalle est comme ça, bon, on étudie que la limite à droite, et f dérivable, si et seulement si, elle est dérivable à droite en x0. D'accord? Si c'est à gauche, eh bien, même chose. Et puis, si f est défini de chaque côté de x0, à ce moment-là, on peut encadrer le x0 par un intervalle ouvert alpha-bêta qui est inclus dans. À ce moment-là, tout est possible. On peut étudier l'existence de f' de x0, ou de f' de x0 plus, ou de f' de x0. Dans ce cas, on a f dérivable en x0 équivaut à f dérivable à gauche et à droite en x0, et les dérivés sont les mêmes. Alors, on a ça. La démonstration est évidente. Dire que f est dérivable en x0, c'est équivaut à dire que delta a une limite réelle u en x0. Et ça équivaut à dire que delta a la même limite réelle u à gauche et à droite en x0. Une autre formule qui est la même en fait pour les dérivés, on a toujours f. Et j'introduis l'application qui a x appartenant à i associe x moins x0 dans R. C'est une injection qui induit un homéomorphisme de i sur un intervalle j contenant 0. Alors f est dérivable en x0 si et seulement si limite de f de x0 plus t moins f de x0 sur t quand t tend vers 0 appartient à R. Et on a alors cette limite-là qui est égale au nombre dérivé en x0. Bon, je réintroduis la fonction delta et je considère phi égale delta rond u moins 1, donc tout est là, qui va de j vers R, et donc j'ai delta qui est égal à phi rond u. U de x est égal à x moins x0, u moins 1 de t est égal à x0 plus t, u moins 1 c'est l'application qui a t associe x0 plus t, et j'ai limite de x quand x tend vers x0, donc qui est égal à 0, évidemment, puisque je fais x moins x0, et limite de u moins 1 de t quand t tend vers 0, qui est égal à x0. Voilà. Si t appartient à j et que t est différent de 0, phi de t est égal à ça, d'accord? Car t différent de 0 implique que x0 plus t est différent de x0. J'ai donc phi, cette fonction-là, qui est égale à
ça. D'accord? Voilà. Si f est dérivable en x0, la limite de delta en x0 est égale à f' de x0. Théorème de composition, limite de delta rang u-1 de t quand t tend vers 0, bah ça tend vers x0, c'est la limite de delta en x0, c'est égal à f' de x0. Donc ça veut dire que la limite de phi de t quand t tend vers 0 est égale à f' de x0, et donc on a ça. Réciproquement, si la limite est égale à ça, théorème de décomposition, et je vous laisse vérifier, et ça nous donne que la limite de delta de x en x0 est égale à L, donc que f est dérivable en x0, et que f' de x0 est égal à ça, d'où le résultat. Conséquence maintenant, pour la dérivation à droite ou à gauche, bah on a f dérivable à droite en x0, si et seulement si la restriction de f à cet ensemble-là est dérivable en x0, ce qui équivaut à dire que l'on a ça, qui appartient à R. On a alors f' de x0 à droite, qui est égal à ça. Et on a le même résultat à gauche. La démonstration, elle est évidente, c'est parce que U, quand on prend la restriction à cet ensemble-là, elle transforme cet ensemble-là en celui-là, parce que U est croissante, d'accord? Et U-1 aussi est croissante. Donc, dire que f est dérivable à droite, ça équivaut à dire que, je prends la restriction à droite, d'accord? Et ça équivaut à dire ça. Voilà. Donc c'est évident en réalité. Toujours les mêmes hypothèses. F dérivable en x0 si et seulement s'il existe epsilon, une fonction de i vers r continue en x0, vérifiant epsilon x0 égale 0 et L appartenant à R, tel que f de x égale f de x0 plus L facteur de x moins x0 plus epsilon de x facteur de x moins x0. On a alors f' de x0 est égal à f. Démonstration, on suppose qu'elle est dérivable, on sait qu'on a ça. On prend epsilon défini par delta x moins f' de x0 si x est différent de x0, 0 sinon. Donc la limite de epsilon de x en x0, c'est égal à 0, c'est égal à epsilon x0, donc epsilon est bien continu en x0. Pour x différent de x0, ben on a ça, d'où on déduit facilement ça, et qui reste vrai si x est égal à x0. Donc c'est vrai quel que soit x appartenant à L. Bon, le L en question, ben c'est f' de x0. Et réciproquement, si on a ça, pour x différent de x0, delta, je divise par x moins x0, j'ai facilement ça. Donc la limite de delta en x0 est égale à L plus la limite d'epsilon en x0 qui vaut epsilon de x0 parce que la fonction epsilon est continue, et ça vaut 0. Donc ça fait L, donc f est dérivable en x0, et f' de x0 est égal à L. Conséquence, si f est dérivable en x0, elle est continue en x0, puisque on a ça, et on voit facilement que la limite de f de x0, c'est f de x0. On adapte les deux propriétés précédentes pour les dériver à droite ou à gauche, en prenant epsilon continu à droite en x0, et ça, je n'oubliez pas, c'est la restriction de f à droite de x0 qui va être égale à ça. D'où on déduit facilement que la limite de f de x en x0+, c'est la limite de f de x quand x tend vers x0, et donc ça fait f de x0, donc f est continu à droite en x0, c'est pareil à gauche. Voilà, je l'avais mis ici. Tangente à une courbe en un point, f dérivable en x0, on reprend ça, et on voit que là-dedans il y a une partie affine, d de x, une fonction affine. La droite d, c'est la droite justement d'équation y égale d de x. Donc f de x est égal à d de x plus epsilon de x, vecteur de x moins x0. Alors évidemment, quand x tend vers x0, on voit que f se rapproche de d. Hein. Donc là, ben, c'est le dessin qu'on avait déjà fait. Hein. Et d est la droite passant, la droite d, là, c'est la droite passant, je vous laisse vérifier, c'est évident, par m0, qui est sur la courbe, et de pente f' de x0. Et on avait déjà vu que c'était la position limite de la corde m0m, et ça c'est quand x tend vers x0, et ça c'est évident, parce que, alors quand x tend vers x0,
m tend vers m0, c'est ça que je voulais dire. Car la pente de m0 à m, c'est delta x, justement, qui tend vers f' de x0. Quand x tend vers x0, tout se tient. Fonction dérivée, f définie sur l'intervalle i de r, à valeur dans R. Si f est dérivable en tout x, on peut définir la fonction dérivée, qui est la fonction qui à x associe la dérivée en x. Donc c'est f' de x. On dit que f est dérivable sur i. Alors évidemment f est continu sur i, puisqu'on a vu que f dérivable en x implique f continu en x. Dérivée successive maintenant. Si f est dérivable sur i et si f' est dérivable sur i, on va noter f seconde la dérivée de f'. On appelle ça la dérivée seconde. Et par récurrence, on définit f énième sur i par, alors comme c'est possible bien sûr, f0 égale f comme ça égale f' si f est dérivable, f2 si f' existe et est dérivable, et si f énième existe, et si f énième est dérivable, on note fn plus unième, c'est dérivée. Il ressort de ça que pour que f énième, si f énième existe, ça veut dire que fn-1 existe, fn-2, etc. Ça veut dire donc que f k'm existe, quel que soit k. Vérifiant ça. Et en plus, à chaque fois qu'une fonction est dérivable, la précédente est continue. Hein. Donc ça veut dire que f k'm va être continu. F n plus unième existe, implique que f', la dérivée d'ordre n de f' existe. Autrement dit que f' a une dérivée d'ordre n. Et on a cette égalité. Démonstration par récurrence sur n. Donc pour n égale 0, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Pour n égale 0, ça veut dire que f' existe. Bon, bah, f' c'est f' 0 égale. Voilà, c'est terminé. Et j'ai bien ça. Supposons vrai à l'ordre n. Et supposons que fn plus une deuxième existe. Ça veut dire que ça existe et que c'est dérivable. D'accord? Seulement celle-là, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est f', on sait, ça implique que f' a une dérivée d'ordre n, et ça, je peux le remplacer par ça. Donc je dérive une dérivée d'ordre n. Voilà. Et ça fait dériver une dérivée d'ordre n, c'est une dérivée d'ordre n plus 1. Donc ça existe. Et on a l'égalité, d'où l'hérédité. Et donc le résultat est toujours vrai par le théorème de récurrence. Réciproquement, si ça existe, alors ça existe, et c'est égal à la dérivée d'ordre n de f'. Démonstration par récurrence, là aussi, f'0 c'est f', donc f' existe, il n'y a rien à dire. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, et supposons que ça existe. Donc f' dérivée d'ordre n va exister. Et f' n plus 1, c'est la dérivée de ça. D'accord? Mais ça, par l'hypothèse de récurrence, c'est ça. D'accord? Et ça va faire ça qui existe, donc, et il y a égalité. D'où l'hérédité, d'où le résultat. Si on a P et Q qui appartiennent à n, n égale P plus Q, fn l'existence de fn de x, ça implique que fpm existe et qu'elle a une dérivée d'ordre Q. Et on a cette égalité. Démonstration. On sait déjà que fpm existe. Hein. Donc il n'y a plus que ça à démontrer. D'accord? On fait une récurrence sur n. Si n égale 0, bah, p égale q égale 0. Enfin, il n'y a rien à dire, c'est trivial. Supposons que ce soit vrai à l'ordre n. Et prenons n plus 1 égale p plus q. Si pq est égal à 0 n plus 1, à ce moment-là, ça veut dire que fpq va être égal... Alors, 0, donc ça veut dire f, et puis ça, dérivé d'ordre n plus 1. Ben, ça y est, on a directement le résultat. Pareil, si au lieu d'avoir 0, n plus 1, on a n plus 1, 0. D'accord? Ça nous fait n plus 1 à dérivé 0, ça fait fn plus 1. Sinon, eh ben, on va dire que fnm est égal à fpm dérivé q-1, puisqu'elle existe. Et donc fn plus 1 existe, ça implique que celle-là va dériver, puisque ça implique, si vous voulez, qu'on peut dériver celle-là. La dérivée de celle-là, c'est fp
ordre Q. Donc ça existe et on a l'égalité. D'où l'hérédité, d'où le résultat. On continue dans la suite de ce qu'on a fait précédemment. Si f a une dérivée d'ordre P et que cette dérivée d'ordre P est une dérivée d'ordre Q, alors f a une dérivée d'ordre P plus Q qui est égale à ça. On fait une récurrence sur Q, je vous laisse vérifier, c'est évident. On suppose que c'est vrai l'ordre Q et que ça existe. Alors ça c'est la dérivée de ça et ça c'est f P plus Q d'après l'hypothèse de récurrence et donc ça fait bien ça qui est égal à ça et c'est terminé. Classe Cn, on dit que f est de classe Cn si Fn existe, la dérivée d'ordre n existe et qu'elle est continue. Donc dire que f est de classe C0, ça équivaut à dire que f est continu. Dire que f est de classe C1, ça équivaut à dire que f est dérivable et que f' est continu. Si f est de classe Cn, alors f est de classe Ck, quel que soit k entre 0 et n, et f km est de classe Cn-k. En effet, f est de classe C. Bon, bah, pour k égale n, c'est évident par la définition. Et si k est inférieur à n, on remarque que k plus 1 est inférieur ou égal à n, donc fk plus unième existe. Donc fkm existe et est continu. Donc f est de classe Ck. Par ailleurs, on sait qu'on a ça, et que fn est continu puisqu'elle est de classe Cn. Donc ça veut dire que ça c'est continu, donc que fkm est bien de classe Cn-k. Comme maintenant j'élargis la définition de la dérivation à une fonction de la variable réelle, mais qui arrive dans C. Donc elle a une partie réelle U, une partie imaginaire V. On peut écrire f égale U plus IV de façon unique. Eh bien f est dérivable en x0 appartenant à I si la limite de delta de f existe, appartient à C, ce qui équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un voisinage de x0, ça s'exprime comme ça, tel que si x est dans ce voisinage de x0 et qu'il appartient à I bien sûr, eh bien ça c'est dans le voisinage de L, autrement dit que ça c'est dans la boule de centre L et de rayon epsilon, autrement dit que le module de ça est inférieur à epsilon. Alors évidemment L est unique, il est noté comme ça, l'unicité c'est la même chose qu'avec le cas réel. Eh bien ça équivaut à dire en fait que U et V sont dérivables en x0 et on a alors nombre dérivé de f en x0 qui est égal à nombre dérivé de U en x0 plus I nombre dérivé de V en x0. À la démonstration, j'écris delta f qui est égal à ça pour x différent de x0 et je remarque que là j'ai la partie réelle et que c'est exactement delta U, le delta de la fonction U. Et là, la partie imaginaire avec exactement le delta de la fonction V. Dire que f est dérivable en x0, ça veut dire que delta f a une limite en x0, et bien ce qui est écrit là avec partie réelle, partie imaginaire, puisque ça c'est la partie réelle de delta f, ça c'est la partie imaginaire, ça équivaut à dire que delta u égale partie réelle de delta et delta v égale partie imaginaire de delta ont des limites en x0, mais la limite en x0 de delta u c'est quoi? C'est u' de x0, la limite de delta v en x0 c'est v' de x0, donc ici quand je parle, donc finalement f dérivable en x0 ça équivaut à dire que u et v sont dérivables en x0. Et par ailleurs, dans cette égalité, quand je passe à la limite, ici je vais avoir f' de x0 égale limite de delta f en x0 égale limite de delta u en x0 plus i limite de delta v en x0, mais ça c'est u' de x0 plus i v' de x0. D'où le résultat. On termine rapidement sur ces fonctions de i vers c. Si f est dérivable en x0, f est continu en x0, parce que si f est dérivable en x0, u et v seront dérivables en x0, donc continu en x0, mais comme u et v c'est les parties réelles imaginaires de f, f est continu en x0. Si f est dérivable en tout x appartenant à R, on définit la fonction dérivée f' de i vers R, f dérivable donc implique f continu. Dérivée d'ordre n, c'est comme dans R, donc on a ça, et si f est dérivable, on a ça, et par récurrence, si fn existe et est dérivable, on pose fn plus 1 égale dérivée d'fn. On a fn existe si et seulement si un existe et vn existe, et alors fn est égal à dérivée n de u plus i dérivée n de v. Démonstration par récurrence de n sur n.
Évident si n égale 0, parce qu'on a ça. Supposons vrai à l'ordre n, fn plus 1 existe, équivaut à fn existe et est dérivable. Ça veut dire fn c'est ça, par l'hypothèse de récurrence, qui doit être dérivable, ce qui équivaut à dire que ça c'est dérivable et ça aussi, et donc que ces deux-là existent. Et par ailleurs, fn plus unième c'est la dérivée de ça, donc c'est ça plus ça. Donc la propriété est vraie, héréditaire. Par le théorème de récurrence, on en déduit que c'est toujours vrai. Classe Cn, eh bien f de i vers c de classe Cn, si fn existe et qu'elle est continue. On étend tous les résultats qu'on a vus avec une fonction de i vers r aux fonctions de i vers c, en remarquant qu'on a ça. Donc les résultats qu'on a vus, ils s'appliquent à u, à v, et donc ils vont s'appliquer à f. Exemple de fonction dérivable et fonction constante, dérivable, dérivée nulle. Fonction identique, dérivable, dérivée égale à 1. Fonction puissance pour n appartenant à une étoile, dérivable, f' de x égale n xn-1. Fonction inverse, dérivable, dérivée moins 1 sur x2. Je racine carrée de x, alors elle est dérivable pour x strictement positif. Elle n'est pas dérivable en 0. Et pour x strictement positif, sa dérivée est égale à ça. Démonstration, alors tout est facile. Hein. Dans le premier cas, ça fait 0, ça tend vers 0. Donc c'est dérivable de dérivée nulle, quel que soit x0. Donc f' est nul. Pour la deuxième, ça fait 1. D'accord. Donc f dérivable en x0, f' de x0 égale 1, quel que soit x0 appartenant à R. Donc f est dérivable, dérivée 1. Ici, il faut factoriser x moins x0, hein, puisque ça s'annule quand on remplace x par x0. Et puis, petite récurrence simple nous montre que c'est égal à ça. Donc somme de k égale 0 à n-1, ça fait qu'il y a une terme là. x0 à la puissance k, x à la puissance n-1 moins k. C'est-à-dire que le total des exposants fait toujours n-1. Comme x tend vers x0, ça tend vers x0 puissance k fois x0 à la puissance n-1 moins k, donc ça fait n-1, et comme il y a une terme, ça fait ça. n x0 à la puissance n-1, quel que soit x0 appartenant à R, donc on a bien la dérivée de f. Alors j'ai fait racine de x avant de faire l'autre, on fait comme ça, donc ça fait ça, et ça tend vers 1 sur 2 racines carrées de x0 si x0 est différent de 0. Donc là, elle est dérivable. Bon, et sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Par contre, elle n'est pas en 0, parce que si x0 est égal à 0, ça fait ça. C'est-à-dire 1 sur racine de x, qui tend évidemment vers plus l'infini quand x tend vers 0, qui est forcément à 0 plus. Donc f n'est pas dérivable en 0, ça s'explique sur le dessin. On voit très bien que la pente n'est pas un nombre réel, mais c'est plus l'infini. Enfin, f de x égale 1 sur x. Pour x0 différent de 0, x appartient à R étoile et x différent de x0. Le delta est égal à ça, ce qui nous fait moins 1 sur x0. Oui, parce que quand on met un dénominateur, fait x0 moins x. Ça fait moins 1 sur x0x qui tend vers moins 1 sur x0 carré. Donc f est dérivable et sa dérivée en x0 est égale à ça. Et comme c'est vrai, quel que soit x0 appartient à R étoile, f est dérivable sur R étoile et sa dérivée est égale à ça. Linéarité, je prends deux fonctions f de i vers k égale r ou c, lambda appartenant à k. Si f et g sont dérivables en x0, la somme et lambda f sont dérivables en x0. La dérivée de f plus g en x0, c'est f' de x0 plus g' de x0. Et la dérivée de lambda f en x0, c'est lambda f' de x0. Du coup, comme ça c'est vrai, quel que soit x0, si f et g sont dérivables sur i, f plus g et lambda f sont dérivables sur i, et les f plus g de... ça vient de cette formule. Hein. La dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. La dérivée de lambda f, c'est lambda la dérivée de f. Démonstration, c'est évident. On écrit ça, le delta, là, puis on sépare en delta de f plus delta de g. Celui-là tend vers f' de x0, quand x tend vers x0, et celui-là vers g' de x0. Et puis on fait pareil pour lambda f, on factorise lambda. Et là on voit que ça tend vers f' de x0 quand x tend vers x0.
Donc c'est gagné. Comme c'est vrai, quel que soit x0 appartenant à i, je vois que f plus g et lambda f, si c'est vrai, il faut dire. C'est-à-dire que si f et g sont dérivables sur i, ça veut dire que ces formules-là sont vraies sur tout i. Et donc, ça implique que f plus g est dérivable en tout x appartenant à i, donc elle est dérivable sur i, et que sa dérivée est égale à f' de x plus g' de x, donc ça veut bien dire ça. Et pour l'autre, bah, c'est exactement pareil. Généralisation au cas d'une fonction définie toujours sur un intervalle i de R, mais cette fois-ci à valeur dans un espace vectoriel normé E. F dérivable en x0 appartient à i, la définition. Si la limite de 1 sur x moins x0 facteur de f de x moins f de x0 quand x tend vers x0 existe, appartient à E. Comme pour R, il y a unicité de L et on note L égale f' de x0, nombre dérivé de f en x0. Et ça équivaut à dire qu'il existe une fonction epsilon définie sur i à valeur dans E, continue en x0, telle que epsilon de x0 égale 0, et cette relation qui exprime en fait la différentiabilité. La démonstration est identique à celle qu'on a faite dans R. F de i vers E dérivable sur i. Si f est dérivable, c'est la définition, en tout x appartenant à i, on note f' la dérivée. Si f est dérivable en x0, elle est continue en x0. Si f est dérivable sur i, elle est continue sur i. On définit de même les dérivés successifs ainsi que les classes Cn. Les propriétés sont identiques au cas où on est arrivé dans R. Si E est un espace vectoriel de dimension finie D, avec une base, le corps étant R ou C, comme les normes sont équivalentes sur E, la définition et la valeur de f' de x0 sont indépendantes de la norme. Et si f a ces coordonnées-là relativement à b, f est dérivable en x0 si et seulement si chaque fonction fk, qui sont en fait des fonctions de i vers k, est dérivable en x0 et on a alors le nombre dérivé f' de x0 qui a pour coordonnées les f'k de x0. Démonstration du petit a, f' de x0 c'est limite de delta f, où delta f c'est ça, mais on sait que la limite ne dépend pas de la norme en dimension finie. Donc c'est bon. Et puis pour le petit 2, on prend delta f et on voit que les coordonnées de delta f, ça va être les delta fk, d'accord, qui sont comme ça. Alors la limite de delta f existe, si et seulement si limite de delta fk existe quel que soit k, mais alors limite de delta f en x0 a pour coordonnées donc les limites de delta fk, qui sont elles les f'k de x0. Donc on voit que f' de x0 existe si et seulement si les f'k de x0 existent, quel que soit k, et alors f' de x0 a pour coordonnées les f'k de x0. Et voilà. Et c'était pas la peine de répéter deux fois la même chose. Passons. Linéarité dans un espace vectoriel E normé. On a aussi pour lambda appartenant à k, si f et g sont dérivables en x0, f plus g, lambda f est dérivable en x0, et on a ces relations. Et c'est vrai aussi si f et g sont dérivables sur tout i, alors f plus g et lambda f sont dérivables sur i, et on a aussi ces relations, et là aussi les démonstrations seraient les mêmes. Dérivé d'un produit, on a deux fonctions uv définies sur un intervalle i de R à valeur dans R ou C. Si elles sont dérivables en x0, alors le produit uv est dérivable en x0. Et la formule de la dérivée en x0 de uv, c'est u'x0 v de x0 plus u de x0 v' de x0. Si uv du coup sont dérivables sur tout l'intervalle i, uv va être dérivable sur i, et on aura ça puisqu'on a ça quel que soit x appartenant à i. Démonstration, f égale uv, on prend le delta f, on est habitué à ça, et on l'écrit comme ça. Puis là on fait tendre vers évidemment la dérivée de v, là vers la dérivée de u,
Ça tend vers u de x0 parce que u est continu, vu que u est dérivable. Donc tout ça tend vers u de x0, v' de x0, plus v de x0, u' de x0. Tout le résultat, comme c'est vrai quel que soit x. J'en ai déjà parlé. Dérivée d'une composée, on a deux intervalles ij de r, u va de i vers r, je me suis trompé, et v de j vers k, d'accord, et u de i est inclus dans j. U dérivable en x0 appartenant à i, v dérivable en y0 égale u de x0 appartenant à j, implique que v rond u, qui est défini de i vers k, est dérivable en x0 et que sa dérivée est égale à u' en x0 multiplié par v' rond u de x0. Démonstration, comme u et v sont dérivables en x0 et y0, il existe epsilon 1 de i vers k continu en x0 vérifiant epsilon 1 de x0 égale 0, epsilon 2 de j vers k continu en y0, epsilon 2 y0 égale 0, tel que u de x égale u de x0 plus u' de x0 facteur de x moins x0 plus x moins x0 epsilon 1 de x. Ici pareil, ça c'est l'expression de la différentiabilité. V en u de x c'est v en u de x, donc c'est v en u de x. Donc c'est v de y0 plus v' de y0 facteur de u de x moins u de x0 plus u de x moins u de x0 epsilon 2 en u de x. D'accord? Donc ça nous fait v rond u de x 0 ici plus, et je mets u de x moins u de x0 en facteur. Il est facteur de ça plus ça. Donc ça nous fait v rond u de x0 plus, alors ce truc là, je peux mettre x moins x0 en facteur, les facteurs de u' x0 plus epsilon 1 de x. D'accord? Donc ça nous fait alors je suis peut-être un peu pressé là en disant ça, u de x moins u de x0. D'accord, et les facteurs de v' en u de x0, ça je voulais dire, plus epsilon 2 en u de x. Voilà, et donc ça nous fait v rond u de x0. Alors là, c'est là que j'étais rendu pourtant. Oui, ben ça fait ça, u' de x0 plus epsilon 1 de x, c'est bien ce que je disais, facteur de ça. Voilà. Bon, et bien maintenant on développe. Ça fait v rond u de x0 plus x moins x0 fois ça, d'accord, plus x moins x0 facteur de tout le reste. Et tout le reste, ça va être quoi? Ça va être epsilon 2 rond u de x multiplié par u' de x0. Ça va être epsilon 1 de x v' rond u de x0 et epsilon 1 de x epsilon 2 rond u de x. D'accord? Ça, c'est une fonction epsilon définie sur i. Epsilon de x0, ça nous fait ça fois, alors u de x0, mais u de x0 c'est y0, epsilon 2 en y0, ça fait 0. D'accord? Ici, epsilon 1 en x0, ça fera 0. Et puis epsilon 1 en x0, pareil. Donc en fait, on va trouver 0, je vous laisse vérifier. U est continu en x0, alors tout est continu en fait. U est continu. Epsilon 2, alors U il est continu en x0. Mais U de x0 c'est y0 et epsilon 2 est continu en y0. D'accord? Epsilon 1 est continu en x0. Ça c'est y0, v', donc là il n'y a pas de problème. Epsilon 1 est continu en x0. Et puis là, U il est continu en x0 parce qu'il est dérivable. Donc, et epsilon 2 ensuite est continu en y0. Si bien que U est continu, enfin si bien qu'on a tout ça et que epsilon est continu en x0. Voilà. Et donc sa limite à epsilon de x en x0, ça va être epsilon de x0, c'est-à-dire 0. Alors maintenant, pour x différent de x0, puisque v rond u de x est égal à ça, v rond u de x moins v rond u de x0 sur x moins x0, ben, ça va nous faire
ça va nous faire, il faut que je le prenne au bon endroit. Voilà, U' de x0, V' rond U de x0, plus epsilon de x. Voilà. Mais le epsilon de x, il tend vers 0 quand x tend vers x0. D'accord? Et donc, on voit que ça tend vers ça. Ce qui prouve que U est dérivable en x0 et que sa dérivée est égale à U' de x0, multiplié par V' rond U de x0. Conséquence. Alors, puisque ça s'applique à tout x0 appartenant à I, eh bien, on a U dérivable sur I, V dérivable sur J, qui implique que V rond U est dérivable sur I, et que la dérivée de V rond U, ça fera U' multiplié par V' rond U. On voit maintenant toutes les formules très importantes sur les calculs de dérivée qui font que la dérivée est un outil puissant d'ailleurs, parce que les calculs sont simples. UV, dérivable en x0 appartenant à I, ce sont des fonctions de I vers R. Alors, quel que soit n appartenant à une étoile, U puissance n est dérivable, et on a cette formule-là. Si U est dérivable sur I, U puissance n dérivable sur I, et sa dérivée c'est n U', U à la puissance n-1. Si U de x0 est différent de 0 et que U est dérivable en x0, 1 sur U est dérivable en x0, et sa dérivée est là. Si U ne s'annule pas sur I et que U est dérivable sur I, 1 sur U est dérivable sur I, sa dérivée c'est moins U' sur U2. Si U de x0 est strictement positif et que U est dérivable en x0, racine de U est dérivable en x0, et voilà sa dérivée. Si U est positif sur U, dérivable sur I, racine de U est dérivable, et sa dérivée c'est U' sur 2 racines de U. Si V de x0 est différent de 0, que U et V sont dérivables en x0, alors U sur V est dérivable en x0, et voilà la dérivée. D'accord? Et si U, V sont dérivables sur I et que V ne s'annule pas sur I, alors U sur V est dérivable sur I, et la dérivée c'est U'V moins UV' sur V. Premier cas, U puissance n c'est V rond U avec V qui est cette fonction, qui est dérivable sur R, donc dérivable en y0 égale U de x0. On applique le théorème de composition qu'on a vu avant, et donc la dérivée va être égale à U' de x0, V' rond U de x. Mais comme V' de x est égal à n xn-1 parce qu'on l'a déjà vu, eh bien ça va nous donner ça. Et si U est dérivable sur I, cette formule va être vraie quel que soit x sur I, et donc la dérivée de U puissance n est égale à ça. Pour la deuxième, c'est exactement pareil. On prend 1 sur x qui est dérivable sur R étoile, et V' et sa dérivée c'est ça. Si U est dérivable en x0, alors évidemment U de x0 est différent de 0. V dérivable en y0 égale U de x0, voilà. Eh bien, théorème de composition implique que 1 sur U égale V rond U est dérivable en x0. Et donc, la dérivée, c'est ça. Et là, ça fait moins 1 sur y0 au carré. Et donc, ça fait moins U' x0 sur U de x0 au carré. Si on dit que c'est vrai quel que soit x appartenant à I, on a tout de suite moins U' de x sur U de x au carré. Donc, la dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U2. Pour la troisième, cette fois-ci, on prend ça, dérivable. Et on applique encore le théorème de composition, c'est toujours la même chose. Et on a donc la dérivée de racine de U en x0 qui est égale à ça. Et donc ça fait U' de x0 sur 2 racines de y0. Et donc U' de x0 sur 2 racines de U de x0. Et si on dit que c'est vrai quel que soit x, eh bien ça nous fait ça. Et donc la dérivée de racine de U, c'est U' sur 2 racines de U. Enfin 1 sur V. Dérivable en x0 car V est dérivable en x0 et V de x0 est différent de 0. U est dérivable en x0. Donc là, c'est un produit, c'est plus une composition. U sur V, c'est U fois 1 sur V. Les deux sont dérivables en x0. Et donc, c'est U', la dérivée en x0, c'est U' x0 fois la dérivée de 1 sur V en x0. Non, fois 1 sur V en x0, pardon, plus U de x0 fois la dérivée de 1 sur V en x0. Donc ça fait U' de x0 fois 1 sur V x0 plus U x0 fois moins V' x0 sur V de x0 au carré. Et donc quand je mets au même dénominateur, ça fait bien ça.
Si u, v sont dérivables, bah, on dit que c'est vrai quel que soit x, donc ça fait ça. Et ça prouve que la dérivée de u sur v est égale à u'v moins uv' sur v2. Propriété u, une fonction d'un intervalle i de r vers r, x0 appartient à i. Si u est dérivable en x0 et que u de x0 est différent de 0, 1 sur u puissance n est dérivable en x0 et sa dérivée en x0 c'est donné par cette formule moins n u' x0 sur u de x0 puissance n plus 1. Si u est dérivable sur i ne s'annule pas sur i, alors bah, on applique cette formule qui est vraie quel que soit x et donc je vais obtenir ça. Moins n u' sur u à la puissance n plus 1. Le cas particulier c'est u de x égale x et qui fait que la fonction qui à x appartient à r étoile associe 1 sur x puissance n. On est toujours dans le cas n appartenant à n étoile. Eh bien, est dérivable et f' de x est égal à moins n sur x à la puissance n plus 1. Démonstration, bah, v égale u puissance n est dérivable en x0 et sa dérivée est donnée par ça. Donc 1 sur u puissance n qui est égal à 1 sur v est dérivable en x0 parce que u puissance n est dérivable, c'est-à-dire v, et parce que v de x0 est différent de 0. Et on sait qu'à ce moment-là, la dérivée de 1 sur v c'est moins v' de x0 sur v de x0 au carré. Je vous laisse vérifier, ça fait ça. Voilà, et comme c'est vrai pour tout x, on obtient la formule. Et pour la dernière, bah, u de x égale x, dérivable sur r, u' de x est égal à 1, donc j'applique cette formule, moins n fois 1 sur x à la puissance n plus 1, pour avoir la dérivée de 1 sur x à la puissance n. D'accord? Remarque, si n appartient à z, on a donc, pour la fonction u qui à x appartient à r étoile, donne x puissance n, eh bien elle est dérivable et sa dérivée est toujours égale à n puissance à x, enfin à nx à la puissance n-1, quel que soit n appartenant à z étoile, du moment que x soit différent de 0. C'est déjà vu si n appartient à n étoile, pour n égale 0, bah, la fonction est constante égale à 1, donc la dérivée est égale à 0, ça marche encore. Si n est inférieur à 0, on pose p égale moins n, donc xn égale 1 sur x puissance p, qui est dérivable, sa dérivée c'est ça, et je remplace p par moins n, et j'obtiens ça. La dérivée de la réciproque, u est une fonction définie sur un intervalle i de r, à valeur dans r, mais j'appelle j égale f de i, d'accord? Et donc je m'intéresse, je sais que si u est une bijection de i sur j, alors j est un intervalle de même nature que i, et u-1 est continu. U est un homéomorphisme. Ça a été vu dans le chapitre sur la continuité. Si u est dérivable en x0 et que u' de x0 est différent de 0, alors u-1 est dérivable en y0 égale u de x0, et la dérivée de u-1 en y0 est égale à 1 sur u' en u-1 de y0, c'est-à-dire en x0. Je trouve que c'est facile de garder ça. Démonstration, bah, il faut qu'on étudie ça pour y différent de y0, bien sûr. Je pose phi la fonction qui à x appartient à i moins x0 à ceci, x moins x0 sur u de x moins u de x0. C'est bien défini, parce que pour x différent de x0, u de x est différent de u de x0, parce que u est une bijection. U est dérivable en x0, donc la limite, je le sais, de ça est égale à u' de x0, et j'ai supposé que u' de x0 est différent de 0, donc la limite de ce truc-là, bah, ça va être l'inverse, 1 sur u' de x0. Alors maintenant, je regarde bien, j'ai cette fonction u-1 qui va de j, alors je prends la restriction à j, je l'appelle toujours u-1, c'est la restriction à j moins y0. Bon, u-1 de y0, c'est x0, donc je vais arriver dans i moins x0. Et là, je pars avec la fonction phi. Donc c'est bien défini sur j moins y0, exactement comme delta d'ailleurs. Par ailleurs, si je fais phi rond u moins 1 de y, donc je prends la fonction phi, je remplace x par u moins 1 de y, d'accord, moins x0, c'est ça. Et là, je fais u rond u moins 1 de y, donc ça fait y. Moins u de x0, c'est-à-dire y0. Et donc, j'obtiens ça.
d'accord? Et ça, je peux dire que x0 c'est u-1 de y0. Donc j'obtiens exactement delta de y. Donc delta est égal à phi rond u-1. Comme limite de u-1 en y0 est égale à u-1 de y0 égale x0 parce que u-1 est continu en x0, hein, u-1 est continu d'ailleurs, et donc la limite de u-1 en y0 c'est x0, la limite de phi en x0 c'est 1 sur u' de x0, ben, on compose les limites et donc j'obtiens que la limite de delta en y0 égale 1 sur u' de x0. Donc ça veut dire que u-1 est dérivable en y0 et que sa dérivée en y0 c'est 1 sur u' de x0. Si u est une bijection continue dérivable de i vers j et si u' ne s'annule pas sur i, alors u-1 est dérivable sur j. Et on a cette formule, quel que soit y appartient à j, donc ça. Bon, démonstration évidente compte tenu de ce qu'on a démontré avant. Si je prends la fonction u de x égale x au carré, mais en restreignant à r plus étoile, c'est une bijection continue sur r plus étoile et u' de x est égal à 2x différent de 0. Donc c'est un réciproque, ben, je lui applique le résultat précédent et on voit tout de suite que c'est 1 sur 2 racine de y. Mais la réciproque c'est quoi? C'est la racine carrée. Hein, donc ça veut dire que la fonction qui a x positif associe racine carrée de x est dérivable et que sa dérivée c'est ça. Chose qu'on avait déjà obtenue avant, mais directement. Formule de Leibniz. Leibniz, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, immense philosophe, mathématicien, on était au balbutiement de l'analyse. Il invente des notations, il trouve des formules. Bon. Fg de fonctions de i vers r ayant des dérivées d'ordre n, alors le produit Fg a une dérivée d'ordre n qui est donnée par cette formule. Si f et g de plus sont de classe Cn, ben on voit que Fg est de classe Cn, démonstration par récurrence sur n. Pour n égale 0, f et g sont continus, et puis on a ça, et Fg continue donc de classe C0. Supposons le résultat vrai à l'ordre n, et supposons que Fg ont des dérivés d'ordre n plus 1 et donc aussi d'ordre n, et donc la formule est vraie. Et comme fn plus 1 existe, donc les fk et m sont tous dérivables, et j'ai n moins km aussi, et donc je peux dériver cette formule, ce qui prouve que fg a une dérivée d'ordre n qui est donnée par, en dérivant ça. Et quand je dérive ça, j'ai notamment dérivé d'un produit, UV, donc ça fait U'V plus UV', U'V plus UV'. Je sépare en deux, et je mets celle-là en tête, d'accord? Et puis là, dans la deuxième, il y a un petit décalage là, en posant J égale K plus 1, et donc ça me fait ça. Et puis là, je vais sortir le K égale 0. Alors pour K égale 0, ça fait identité, ça fait 1, ça fait G n plus 1. Ici, je vais... non, je ne vais pas le faire tout de suite d'ailleurs. Si, je vais sortir aussi le K J égale n plus 1. Ça fera 0, ça fait F n plus 1. D'accord? Et puis n parmi n, ça fait 1, donc il ne reste plus que ça. Et il va me rester quoi? Ici, il va me rester la somme de 1 à n. Oui, alors ça c'est de 1 à n, j'ai bien écrit. De k parmi n fkm, k parmi n fkm, g n plus 1 moins k. Et puis ici, je vais avoir k moins 1, je l'appelle k maintenant, le j. Donc k moins 1 parmi n, fkm, g n plus 1 moins k. Si bien que je factorise ça et ça, triangle de Pascal, ça me fait k parmi n plus 1. Donc j'obtiens en fait la somme de 1 à n des k parmi n plus 1, fkm, g n plus 1 moins k. Sauf que ça, ça peut rentrer dans cette formule avec k est égal à 0, et puis ça y rentre avec k est égal à n plus 1. Donc on obtient en fait ça. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc héréditaire par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie.
Et par ailleurs, cette formule montre que si f et g sont de classe Cn, tous ces trucs-là sont de classe Cn, c'est-à-dire qui sont notamment continus. Donc ça va être continu comme produit de fonctions continues. Et donc, je vois que fgn, c'est une somme de fonctions, enfin la dérivée énième de fg, c'est une somme de fonctions continues, donc c'est continu, donc fg est bien de classe Cn.